Et salut les petits potes, bienvenue à vous. J'ai une vingtaine de faits automobiles sympathiques à vous partager. N'hésitez pas du coup à me dire ceux qui vous ont le plus plu en commentaire. Allez, bon visionnage, let's go. Il y a une voiture qui a une gamme extrêmement large, c'est la CLK de la fin des années 90. En effet, on va se retrouver en bas de l'échelle avec la CLK de base, qui aura d'un 4 cylindres en ligne jusqu'à un V8 de 5 litres, la CLK 55 AMG en V8 5 litres 5, la 63 AMG en V8 5 litres 2, la 63 AMG Black Series, la CLK DTM AMG qui retombe sur un V8 de 5 litres 5, mais ici pour 580 chevaux en prenant 7200 tours minute au lieu des 360 chevaux de la 55 AMG normale. Et à la fin, on arrive sur la CLK GTR V12 de 612 chevaux, produite à 20 exemplaires pour l'homologation aux yeux de la FIA. VMAX 320, 0 à 100, 3 secondes 8, ça pousse. Le développement de la CLK GTR, elle a été effectué sur une McLaren F1 GTR, pas n'importe quoi non plus. Une version Roadster est aussi sortie, ainsi que la Super Sport qui passe à 720 chevaux et tombe le 0 à 100 en 3 secondes 1. On aura aussi la LM et la fameuse CLR connue pour ce crash. Sur le prestigieux marché des supercars, Pagani c'est un peu un nom à part. Horacio Pagani c'était un simple ouvrier qui a réussi à financer une marque automobile en partant de rien. Fils de boulanger, il commença à travailler pour Lamborghini en bas de l'échelle et monta cette dernière au fur et à mesure jusqu'à trouver un jour une obsession pour un nouveau matériau, je sais pas si vous en avez entendu parler, la fibre de carbone. Voilà, son obsession l'amènera même jusqu'à créer cette magnifique Countach Evolution, cette Countach Evolution qui était dans tous les cas plus rapide et légère que n'importe laquelle des autres Lamborghini. Malheureusement, la marque n'en avait que faire de ce nouveau matériau et Horacio finit donc par créer Pagani en 88 pour la recherche de composites et Modena Design en 91 pour le côté design, moteur et proto. En 94, Mercedes-Benz accepte de fournir à l'entreprise ses moteurs V12. La première voiture est appelée la Zonda C12 et c'est comme ça qu'on écrit l'histoire. Top Gear, c'était la meilleure émission automobile du monde et en voici les moments marquants. Top Gear, c'était nos 3 acolytes, mais c'était aussi le Stig, ce pilote secret qui fut même incarné par Michael Schumacher lors d'un épisode célèbre pour cette révélation-là. Richard Hammond aura subi 3 violents crashs, dont 2 résultant en un coma, dont un lors du Grand Tour. Le premier au volant d'un dragster, que voici, plutôt violent à 200 et quelques miles, je crois. Très violent, et le deuxième du coup avec la fameuse Rimac Nevera, très connu celui-là. Allez, on va combiner crash et Stig avec le crash de la Koenigsegg CCX, un classique qui a permis d'ailleurs à la marque de revoir l'aéro arrière du véhicule. Évidemment, Top Gear c'est aussi le test ultime du Toyota Hilux qui sera repris d'ailleurs par la suite par Whistling Diesel quelques années plus tard. Des épisodes avec des Reliant Robin qui se retournent absolument tout le temps, des trains de caravane, une Ariel Atom qui est totalement décoiffante, la plus petite voiture du monde et j'en passe, et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir de Top Gear ? Le petit fantôme présent sur les Koenigsegg est une sorte d'easter egg, il s'agit d'un hommage au Ghost Squadron qui a ses racines dans l'armée de l'air suédoise. La raison pour laquelle les Koenigsegg portent ce fantôme, c'est qu'après l'incendie de l'une des usines de Koenigsegg, ils ont acquis l'aérodrome abandonné de la Ghost Squadron comme nouvelle installation. Ils ont emménagé dans l'un des 2 grands hangars pour avions de combat ainsi que dans un immeuble de bureaux transformé actuellement en usine automobile. Et oui, cet endroit fonctionne toujours aujourd'hui. Christian von Koenigsegg a déclaré dans une interview que l'escadron était le plus ancien escadron d'avions de Suède jusqu'à sa dissolution. L'escadron décollait pour des missions au crépuscule et atterrissait après la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il est devenu connu pour la première fois sous le nom d'escadron fantôme. Car oui, les résidents en fait à proximité n'entendaient que les avions et ne les voyaient pas. Lamborghini, la célèbre marque de voitures de sport, est dans les années 60 spécialisée à l'époque dans la construction de tracteurs agricoles destinés à répondre à la demande croissante d'une Italie dévastée par la guerre et donc en pleine reconstruction. En 1960, Ferruccio Lamborghini rencontre en personne Enzo Ferrari pour dénoncer des problèmes d'embrayage récurrents sur ses différents modèles de Ferrari. Enzo le méprise ouvertement lors de leur entrevue, car au final, mais qu'est-ce que ce fabricant de tracteurs me parle de mes voitures de sport ? Et au final, débute une rivalité entre les 2 hommes. Ferruccio Lamborghini décide donc de défier Ferrari en construisant sa propre voiture. Le premier modèle du coup qui est sorti, ce sera le concept 350 GTV, doté bien sûr d'un V12, qui donnera par la suite la naissance à la 350 GT, une merveille, et naissance à la marque qu'on connaît actuellement quoi. Il y a des routes publiques dans le monde qui n'ont pas de limitation de vitesse, et ça c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, alors en voici 2,5. Tout d'abord, la plus connue c'est la fameuse Autobahn, l'autoroute allemande. En effet, sur certaines portions où se trouve ni habitation proche, ni bretelle d'accès, la limite de vitesse est retirée.
Moins connu maintenant, ça va être l'île de Man, qui est une dépendance autonome de la couronne britannique, située donc dans la mer d'Irlande. Elle est connue notamment pour le Tourist Trophy, le TT Isle of Man, une course de moto folle. Il existe certes des restrictions de vitesse dans les zones bâties, les petites villes quoi, mais voilà, après avoir passé le panneau National Speed Limit, il n'y a plus de restrictions de vitesse, bien que les personnes qui conduisent de manière imprudente puissent être arrêtées par la police. Et pour finir, la Stuart, c'est une autoroute en Australie appelée The Track, elle a une longueur totale de 2834 km et jusqu'à la fin de 2006, il n'y avait pas de limitation de vitesse en dehors des villes. Voilà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas bien sûr à les partager en commentaire, j'espère que ce format-là vous plaît. Il y a des Renault qu'on n'a pas eu en France. La plus connue reste sûrement la Renault Le Car, la déclinaison de la R5 pour le marché US. D'ailleurs, une entreprise américaine avait même proposé une version électrique, la Electric Leopard, avec ses batteries à la place du moteur. Il y en a eu 60 de fait. La Renault Pulse, c'est une Micra pour l'Inde, basiquement. La Renault Symbol, aussi nommée Clio Classique, Clio Symbol, Clio Sedan, Clio Quattroportas, la Thalia, la Citus, la Nissan Platina selon les marchés, bref, vous avez compris, c'est une variante tricorps et 4 portes de la Renault Clio. La Renault Alliance, c'est la version destinée au marché nord-américain de la Renault 9, commercialisée par AMC. En Inde, vous allez aussi avoir le Renault Triber, mais aussi plus récemment le Renault Kiger et le Renault Kwid, du coup, qui sera dans les pays moyennement développés. Et pour finir, Renault, du coup, a sorti avec Eagle notamment la Médaillon, qui est du coup la version destinée au marché nord-américain de la Renault 21, toujours avec AMC. Le Goodwood Festival of Speed est une course de côte annuelle à Goodwood House, dans le Sussex de l'Ouest, au Royaume-Uni. En 1993, Charles Gordon Lennox a une idée, organiser une course sur le circuit de Goodwood, mais n'ayant jamais eu l'autorisation, le festival se déroule depuis sur ses propres terres. Le mec a fait une course de côte dans son jardin quoi, et c'est devenu la course la plus populaire au monde. Le festival est organisé fin juin début juillet pendant un week-end sans Grand Prix de Formule 1. Tu vois le passionné qui ne veut pas louper et faire louper de la F1, c'est plutôt pas mal. Chaque année, c'est un constructeur qui est mis à l'honneur, souvent pour leur centenaire. Goodwood, c'est l'endroit pour voir des pilotes célèbres, comme Stirling Moss jusqu'à ce qu'il décède, Lewis Hamilton, Jenson Button ou encore des voitures célèbres, comme par exemple la Cadillac Sian, une TVR Cerbera Speed 12 et plein d'autres évidemment. Alors que les voitures électriques commencent à dominer le marché, il est intéressant de se pencher sur les modèles qui ont marqué l'histoire auto. Au sommet de ce classement, on retrouve la Toyota Corolla avec plus de 50 millions d'unités vendues à travers le monde. Ensuite, le RAV4, le petit SUV de chez Toyota, un succès mondial. Le CR-V, c'est pareil, mais chez Honda. La Golf de Volkswagen, c'est la berline compacte phare en Europe. La Toyota Camry, car confortable, fiable, beaucoup utilisée dans les taxis dans le monde. Les Ford F-Series, c'est des pick-up ultra populaires, notamment aux États-Unis. Arrive en près la première EV de ce classement, la Tesla Model Y. Vous allez avoir la Nissan Sentra, c'est la berline compacte particulièrement appréciée en Amérique du Nord et en Asie. Le Toyota Hilux, c'est le pick-up robuste et fiable, très populaire dans les régions rurales et dans les pays en développement. Et pour finir, une petite française, la Renault Clio, voilà, qui est produite depuis les années 90. Et vous, est-ce que vous avez eu une de ces voitures ? Ça, c'est la collection incroyable du sultan de Brunei, enfin plutôt de celle de son frère, qu'il a dû confisquer en raison de transactions financières malhonnêtes dans les années 90. Le Brunei Darussalam, c'est un tout petit pays d'Asie à côté de la Malaisie. Le mois dernier a fuité des photos de la collection prise en 2001, on y voit des modèles incroyables comme des F40, F40 LM, F50, McLaren F1 et j'en passe, mais surtout des modèles presque inconnus car faits sur mesure par les marques elles-mêmes, tout comme ces Bentley Monte Carlo. Ce SUV Bentley sur base de Range Rover, 5 Tower 962 LM, des EB110 dont une assez spéciale on va dire, des Ferrari 456 GT Venice donc en break 4 portes, mais les mêmes en berline 4 portes, les mêmes en Fiat Barchetta juste horrible, et même deux munis de système de vision nocturne à la James Bond. Il y en a trop mais voici les dernières que je vous montre, des Ferrari Mythos, Ferrari FX qui pour le coup sont plutôt sympas. On aura aussi les Ferrari F90 qui à mes yeux sont vraiment les plus moches. Vraiment, et 90% étaient en conduite à droite créés spécialement pour lui. Il y a des modèles de Peugeot qu'on n'a pas eu en France et en voici certains. Tout d'abord, la fameuse Peugeot 301 qui n'est autre que la version Peugeot de la Citroën C-Élysée. Ces berlines tricorps qui ont énormément marché en Afrique et au Maghreb. En Iran, le constructeur local Iran Khodro a fabriqué sous licence la 405, et oui, la vieille berline, ici légèrement modifiée, appelée 405 Pars. Elle se vendait d'ailleurs comme des petits pains, 170 000 exemplaires en 2023, c'est plus que la production totale de 3008. Après 37 ans de carrière, elle se retire pour cette année-là en 2024.
Voici la 207 Escapade sur base de SW, principalement sortie pour le marché sud-américain. On la reconnaît par ses élargissements d'ailes en plastique, son bouclier redesigné à l'avant et puis surtout ses feux blancs à l'arrière. De 2004 à 2014, la 307 Sedan était aussi disponible en Chine. Petite anecdote aussi, sur les Peugeot 307cc, elles ont été modifiées actuellement par les forces armées ukrainiennes. Et vous, est-ce que vous en connaissez d'autres qui ne sont pas vendus en France ? Ça n'est pas Henry Ford qui créa l'automobile, mais bel et bien Carl Benz, en 1886, il y a 130 ans de cela. Mais du coup, Henry Ford, il a fait quoi ? Eh bien, il a perfectionné la ligne d'assemblage des automobiles pour qu'un ouvrier n'ait qu'une seule tâche à faire. Ça a réduit le temps de construction et donc le prix de sortie des autos. D'ailleurs, elles étaient disponibles de la couleur que vous voulez, tant que c'est du noir, avait dit Henry Ford, une phrase mythique qui sera même reprise dans Fast and Furious quand Toretto dit tu peux avoir la bière que tu veux tant que c'est une Corona. Bref, le Fordisme permit de vendre 16 millions d'exemplaires de Ford T, un exploit, surtout à cette époque. C'était tellement imbattable comme technique de fabrication que toutes les autres marques ont dû s'y mettre un jour, et même d'autres industries. Voilà. Et pour ce qui est de Carl Benz, voici sa première automobile qu'il a créée, la première du monde, le tricycle Benz 1. Puis le Benz Vélo en 1894, la Benz Ideal en 1901. Bref, c'était des vélos et des calèches à moteur, quoi. Vous connaissez sûrement les 24 heures du Mans, il s'agit d'une des 3 courses les plus prestigieuses du monde avec le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis. Le choix d'une course d'endurance de 24 heures, c'était principalement pour que les marques prouvent leur fiabilité, durabilité, qualité et performance sur la longueur, une époque où au final on achetait sa voiture en fonction des performances de la marque en sport auto. Le plus grand écart entre les vainqueurs et les seconds sur les 24 heures était de 350 km et ça remonte à 1927. Les vainqueurs étaient au volant d'une Bentley et 350 km derrière, on avait les seconds avec une Samson. Avant l'ajout des 2 chicanes en 90, la célèbre ligne droite des Hunaudières mesurait 5 km 8 de long. En 1988, le français Roger Dorchy a enregistré une vitesse de plus de 400 km/h. Le tour le plus rapide d'ailleurs de l'histoire du Mans a été établi plus récemment en 2017 lorsque Kobayashi a fait le tour de la piste avec sa Toyota hybride en 3 minutes 14. Il y a des modèles de Citroën qu'on n'a pas eu en France et en voici certains. La Chine, c'est un gros marché pour Citroën et ils ont fait énormément de variantes, notamment de berlines, comme cette C4 Lounge ou encore cette C6, c'est plutôt pas mal, je crois qu'en plus elle fait, c'est sur base de 508 et elle doit faire 211 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. La C-Élysée, c'était le best-seller en Chine, avec notamment 90 000 ventes en 2015. Et pour l'anecdote, évidemment, cette C-Élysée avait été rapidement mise en vente en France, puis tout aussi rapidement retirée. Je sais même pas s'il y en a, est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont des C-Élysées en France. Ce C3 XR est réservé à la Chine aussi, il s'avère être une ancienne génération de Peugeot 2008 recarrossé, et mon préféré c'est le Citroën Aircross, un C3 Picasso pour l'Amérique du Sud, bardé de protection ainsi que d'originales barres de toit qui semblent empiéter sur le pare-brise, et à l'arrière une roue de secours sur le haillon. Et vous, est-ce que vous en connaissez d'autres qui n'ont pas été vendus en France ? Vous connaissez tous la F1, mais est-ce que vous connaissez ses faits ? Tout d'abord, le nom Formule 1, il s'agit de la classe la plus élevée des courses internationales, donc la formule de règle automobile numéro 1, la formule complète, la Formule 1 quoi. Avant 2010, les Formule 1 avaient la possibilité de faire le plein lors des arrêts au stand, au milieu d'une course, depuis la course se fait sur un seul plein. La vitesse la plus rapide jamais enregistrée dans une course de Formule 1, c'est un incroyable 373 km/h, que ce soit d'ailleurs par Montoya sur McLaren Mercedes et par Bottas sur sa Williams FW38. Le pit stop le plus rapide du monde a été celui de Lando Norris en 2023 au Grand Prix du Qatar avec ses 1 seconde 8, alors que généralement c'est plutôt entre 2 et 3 secondes. Derrière chaque pilote, il y a des équipes de 500 à 1500 personnes, une vraie industrie en coulisses, et évidemment l'entraînement des pilotes est bien plus poussé qu'on le pense, surtout pour leur coût. Et vous, est-ce que vous connaissez d'autres faits par rapport à la F1 ? Quand on pense à la sécurité automobile, on pense forcément à Volvo, et voici les principales innovations de la marque sur le sujet. Tout part en 59 avec la création de la ceinture de sécurité telle qu'on la connaît aujourd'hui, les 3 points avec une sangle abdominale et une sangle diagonale, puis en 1972 on aura le siège enfant dos à la route, ça c'est du Volvo, on combine ça avec le coussin réhausseur pour les enfants un peu plus grands en 78 qui viendra donc adapter la taille des enfants avec la hauteur des ceintures de sécurité et donc ainsi sauver des vies. En 1991, le système de protection contre les chocs latéraux arrive, et en 1994, on combine ça avec les airbags latéraux et on sauve des vies. En 1998, arrive le système de protection contre le coup du lapin,
très forte innovation aussi, suivi en 2002 du contrôle de stabilité en cas de retournement, vous savez, avec des capteurs gyroscopiques et un système de contrôle dynamique qui va réduire le risque et l'enchaînement de tonneaux. En 2010, on aura enfin l'arrivée de l'airbag piéton sur les V40 qui n'a pas trop marché sur d'autres modèles, mais voilà, il y a eu plein d'autres systèmes mis en place par Volvo et ça a déjà dû sauver des millions de vies d'automobilistes. Les célébrités ont des voitures emblématiques, et ici voici une petite liste de celles de Mr Bean, ou plutôt de l'acteur Rowan Atkinson, un vrai passionné auto, c'est un fanatique automobile avec notamment une Vantage Zagato rouge, vraiment belle et super rare, personnellement j'en ai jamais vu des comme ça. Il possède aussi une BMW 328 de 1939, une Mille Miglia, j'espère que je prononce bien pour les Italiens, en version roadster ici. Mille Miglia ça veut dire 1000 km, c'était une course assez célèbre du moins. Il a aussi une NSX bleue, et sa fameuse SLS rouge aussi, que du bon goût. Il est surtout et évidemment connu pour sa McLaren F1, d'une couleur magnifique, achetée 800 000 € environ en 97, et elle a été revendue 11 millions d'euros en 2015. Cette F1, il l'aura d'ailleurs craché 2 fois. Voilà, on voit les photos ici, c'est pas beau à voir, et l'assurance aura même payé plus d'1 million d'euros pour la remettre en état. Voici sa Ford Falcon Sprint de 64, dans un bleu magnifique, et il a aussi réussi à la cracher celle-ci au Goodwood Revivals Shelby Cup Race en 2014. Et dans les autres, une Bentley Mulsanne édition Birkin, une Rolls-Royce Phantom Drophead et une Lancia Delta HF intégralée, et bien d'autres. La NASCAR, c'est un peu l'art de tourner en rond, mais il y a beaucoup plus que ça à ce sport auto. Tout d'abord, au niveau du poids, c'est super strict, le pilote doit peser 90 kg, équipement compris, pas 85, pas 95, mais bien 90. Si vous êtes en dessous, on vous rajoute des poids, et pour les plus rares au-dessus, la voiture sera allégée pour que le poids total fasse 1565 kg. D'ailleurs, les pilotes de NASCAR ne sont pas obligés d'avoir le permis de conduire, un Verstappen. La première course officielle de NASCAR était à Daytona Beach en Floride avec 3 km d'autoroute d'un côté et le sable de la plage sur le retour. Ça devait être incroyable, mais depuis, la NASCAR a beaucoup évolué. Actuellement, les voitures ont évolué vers des courses plus simples, plus classiques comme les Européens. Fini les boucles simples. Maintenant, les voitures sont sur des circuits plus complexes et possèdent de meilleures aérodynamiques. Bon ok, pas autant que la stock car qui avait couru sur Le Mans. Depuis l'électrification de l'automobile, les véhicules chinois ont trouvé leur propre style, mais avant cela, ça n'était pas le cas, beaucoup n'étaient que des copies d'européennes, et en voici les pires. Le Landwind X7, c'est un Range Rover Evoque, je pense que vous l'avez vu, pour un tiers du prix seulement, et sûrement aussi pour un tiers de la qualité. La Bid S8, c'est basiquement une CLK des années 2000, avec un arrière d'Opel ou de Renault coupé cabriolet. La Brillance V5, c'est très clairement un BMW X1, même le Humvee a été copié pour devenir ce Dongfeng HMV, copié jusqu'au nom du véhicule quoi. La Mini Cooper en a pris pour son grade, avec les Lifan 320 et 330, là pour le coup il n'y a pas de doute. Une voiture aussi bizarre d'ailleurs que la Renault Twizy a été copiée, le résultat c'est cette Reitel E28. Le Porsche Cayenne aussi, bien sûr, il est devenu le Hotei B35 qui marche beaucoup notamment en Russie. Et vous, est-ce que vous serez prêt à acheter du coup maintenant une voiture chinoise moderne électrique ? Le Cannonball, c'est cette course folle très illégale à travers les États-Unis, de New York à la Californie, 4700 km de pure vitesse. Le gagnant du premier Cannonball était Dan Gurney, au volant de sa superbe Ferrari Daytona en à peine 36 heures avec 160 km/h de moyenne, une folie. D'autres avaient choisi une approche un peu plus discrète, avec notamment une fausse ambulance, un faux patient dedans et un vrai docteur afin de passer les forces de l'ordre. Depuis, cette course est devenue un challenge, dont les plus rapides sont à 25 heures et 39 minutes. Ce temps a été réalisé durant le confinement du Covid, où les routes étaient vides, un peu de partout, un coup de génie qui d'ailleurs sera dur à battre. La voiture utilisée c'était une Audi S6 déguisée en Ford Taurus de police. Le but était de ne pas tromper la police mais plutôt de tromper les automobilistes afin qu'ils n'appellent pas la police. Cette Audi elle était remplie de détecteurs de radar et d'un réservoir secondaire qu'ils d'ailleurs avaient pris de leur E63 AMG déguisé pour un ancien essai du Cannonball. Une histoire de fou. Les célébrités ont des voitures emblématiques et voici les meilleures. D'abord, le pape François a reçu de la part du PDG de Lamborghini une Huracan blanche et gold qu'il revendra au profit d'une charité pendant que lui a repris le volant de sa Renault 4 de 84. A l'opposé de ça, Justin Bieber possède une Rolls-Royce Wraith modifiée par West Coast Customs pour ressembler à ce concept car. Le fameux John Lennon possédait une Rolls-Royce Phantom 5 complètement psychédélique, surtout à l'époque, en 1964. Gordon Ramsay, le chef anglais, possède une LaFerrari Aperta, c'est un vrai ambassadeur de la marque. Et comment ne pas citer Lewis Hamilton qui arrive chez Ferrari, mais cette légende du F1 possède de jolis bijoux, surtout sa Pagani Zonda 760 LH, 760 pour les chevaux, et LH pour ses initiales. Lewis l'a même craché, et actuellement elle a été vendue à quelqu'un d'autre, qui lui aussi l'a mise dans le mur. Et vous, c'est laquelle la préférée de vos voitures de star ?
Le 0 à 100 c'est important, mais la vitesse de pointe aussi, alors voici les voitures de production marquantes les plus rapides. Comme point de départ, je prendrais bien la Jaguar XK120 qui en 49 viendra abattre les 200 km/h avec un petit 6 cylindres de 3,5 litres. 6 ans plus tard, c'est la 300 SL qui passe le record à 242 et retour chez Jaguar 6 ans plus tard encore une fois avec la Type E qui passe à 245. En 63, c'est la ISO Rivolta Grifo qui décroche les 259, puis la Muira, la Ferrari Daytona suivie de la 288 GTO pour passer la barre des 300. La Porsche 959, elle arrive à 317 km/h en 1986, une année avant que la F40 ne les dépasse avec 325. Retour ensuite chez Jaguar avec la XCJ 220, puis McLaren F1 et enfin la Bugatti Veyron en 2005 pour passer la barre des 400 km/h. Une petite mention hors catégorie pour la Bat GT qui passe les 500 km/h en 2022. Le kilométrage le plus élevé sur une voiture personnelle est supérieur à 5 millions de kilomètres. C'est un Suédois sur une Volvo 1800S, ce qui équivaut je crois à 120 tours de la Terre, juste ça. Encore un Suédois mais cette fois-ci en Suisse pour l'amende record pour excès de vitesse qui est d'environ 780 000 €, 290 km/h au lieu de 120 et vu que là-bas l'amende elle est calculée en fonction du niveau de revenu du contrevenant, c'était assez salé pour lui. 10% de la population mondiale conduit à gauche, la plupart du temps c'est dans des pays comme des îles, comme la Grande-Bretagne, le Japon ou l'Australie, et ils ne sont pas limitrophes de pays où on conduit à droite. Cependant, il y a des exceptions comme la Thaïlande ou Macao qui, eux, ont dû trouver leur propre moyen de faire passer les voitures à gauche lorsqu'elles franchissent leurs frontières. Le Nürburgring, ou Ring, ou Nürb, ou Green Hell, l'enfer vert, porte bien son nom. Il s'agit de l'un des circuits auto les plus célèbres du monde, notamment pour la Nordschleife, la boucle nord, un tracé de 20 km. En 1925, l'Allemagne est un peu seule en Europe à ne pas avoir son circuit permanent, alors le Nürb est créé. Au début, il y avait 28 km de piste, 22 pour la Nordschleife, et puis 7 pour la Südschleife, qui disparaîtra, elle, lors de la rénovation du circuit dans les années 80 pour des raisons de sécurité. En effet, le circuit était vraiment trop dangereux, d'où son surnom l'enfer vert. En 1929, le gagnant du GP d'Allemagne était Louis Chiron. Le monégasque roulait sur Bugatti, évidemment. Le Nürb, c'est un paradis pour toutes les marques auto qui testent leurs véhicules et se font la guerre au record. Pour la voiture homologuée la plus rapide, c'est la Mercedes AMG One avec un temps de 6 minutes 29. La Volkswagen ID.R, elle détend le record électrique avec un temps de 6 minutes 5. Et la voiture la plus rapide de toute catégorie, c'est la Porsche 919 Evo avec un temps de 5 minutes 19. Si ce format là vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à le soutenir avec un abonnement. Allez, ça ferait plaisir, à plus.